un groupe d'animaux extraordinaires nous dispute la suprématie sur la planète. Ces créatures ont régné en maître sur les premiers océans du globe et ont été les premières à s'aventurer sur la terre ferme. La conquête terrestre par les arthropodes est l'un des événements les plus importants de l'histoire de la vie animale. C'est un épisode décisif. Ces animaux ont envahi chaque parcelle de notre planète grâce aux énormes facultés d'adaptation de leurs membres et de leur corps. Ainsi équipés, ces créatures ont pu relever presque tous les défis. Leurs progénitures ont terrorisé les organismes vivant en eau douce, surmontant des obstacles invraisemblables. Ils ont même conquis les airs pour se partager le monde, tels des conquistadors. Ils sont présents dans tous les environnements. S'ils venaient à disparaître, ce serait la fin de toute forme de vie sur Terre. Qui étaient ces envahisseurs acharnés? Et quel est le secret de leur réussite? Nous allons remonter le temps pour tenter de mieux connaître ces multiples espèces qui se sont répandues sur toute la surface du globe. La Terre, 500 millions d'années avant notre ère, bien avant l'apparition du premier dinosaure. À cette époque, la surface terrestre, soumise à des températures extrêmes, est si inhospitalière qu'aucune forme de vie animale ou végétale ne peut s'y développer. Les seuls animaux qui existent vivent dans l'environnement nourricier des océans, là où toute vie a débuté. Bon nombre des espèces sont de très étranges créatures, presque extraterrestres. Parmi celles-ci, un groupe d'animaux va trouver le moyen de quitter cet univers marin. Mais qui sont ces créatures, les premières à s'être aventurées sur la terre ferme? Leur identité a longtemps été un mystère pour la science. Les indices qui permettent de les identifier se trouvent souvent dans des endroits très surprenants. Sennybridge, un village dans la campagne galloise. Les scientifiques sont attirés par ce paysage champêtre parce qu'il recèle des traces de certains des tout premiers animaux marins à être sortis de l'eau. Des preuves fossilisées qui pourraient permettre de révéler leur identité. Jetons un coup d'œil par ici. Sur cet affleurement rocheux, le paléontologue Simon Brady cherche des témoignages concrets de cette époque. Tiens, regarde ce que nous avons là. Ce que j'aime le plus dans ma discipline, c'est qu'il s'agit d'une véritable science de la découverte. J'adore l'excitation qui règne pendant la phase de recherche. L'idée qu'il puisse exister quelque part un fossile qui vienne complètement métamorphoser notre point de vue sur l'évolution de la vie. Pétrifiés dans le temps, les fossiles ont longtemps constitué le meilleur moyen d'apprécier le passé et de connaître les premiers habitants de la planète. Si un animal vient à mourir à un endroit particulièrement propice et que les conditions nécessaires à sa conservation se trouvent réunies, son corps peut s'incruster dans la roche et y laisser son empreinte durant des millions d'années. Simon n'est pas à la recherche de cadavres, mais plutôt de traces laissées par des animaux vivants,
tandis qu'ils colonisaient la terre ferme. Il y a de ça une éternité, certains pionniers du monde animal sont sortis de l'océan pour découvrir un nouvel environnement, la terre ferme, et y laisser leurs empreintes. À certains endroits, leurs traces ont été préservées, peut-être grâce à une pellicule de cendres volcaniques ou à la faveur d'un glissement de terrain. Simon Brady traque inlassablement ses empreintes au cœur de cette lande accidentée. Il est fascinant de découvrir les traces du cheminement de ces créatures. Cela permet de dresser un portrait paléolithique. On peut se faire une idée réelle de l'activité de ces animaux. Soudain, on se rend compte que ces espèces ont réellement vécu. L'équipe scientifique découvre les preuves d'une invasion animale le long de la côte. Le problème qu'on rencontre avec ce genre de traces, c'est qu'elles sont souvent difficiles à déceler. Mais il est parfois possible de les faire apparaître en déposant de l'eau boueuse à la surface. Bien qu'aujourd'hui les premières empreintes terrestres paraissent minuscules à nos yeux, elles ont été faites en leur temps par un géant de l'époque. À la manière d'un détective, Simon doit déchiffrer les indices qu'il a récoltés afin de déterminer de quelle créature proviennent ces traces. Simon Brady continue ses recherches à l'université de Bristol, à quelques kilomètres du site. C'est ici qu'il vient fouiller le passé, non pas dans la roche ou les sédiments, mais dans une crypte souterraine. Ces tiroirs contiennent des tonnes de fossiles provenant du monde entier. Au milieu de cette multitude d'empreintes, Simon a découvert une corrélation. Celle-ci lui a permis de déterminer une des caractéristiques du premier animal terrestre. Il se déplaçait grâce à des pattes. Afin de définir quelle créature a laissé ses empreintes, Simon passe en revue les suspects potentiels parmi les anciens habitants marins de notre planète. Les cnidaires sont les premiers animaux à avoir possédé des muscles et un système nerveux, et peut-être à se mouvoir par eux-mêmes. Mais ils n'ont jamais trouvé le moyen de quitter leur environnement aquatique. Les ancêtres de ce ver plat, ce planaire, étaient les premiers à disposer d'une tête, d'un cerveau primitif et de sens stéréophoniques. Les planaires peuvent glisser sur un tapis muqueux, laissant derrière eux une traînée visqueuse. Mais ils n'ont pas de pattes. De nos jours, les mollusques vivent aussi bien sur Terre que dans la mer. Mais ils se déplacent selon un mode différent et sur un pied unique, laissant des empreintes qui ne correspondent pas à celles qu'étudie notre chercheur. De toutes les créatures présentes dans l'océan primitif, seul un groupe dispose de pattes susceptibles de laisser des traces fossilisées. Ce sont les arthropodes, comme les insectes ou les crustacés. Une des clés de leur réussite, leurs pattes sont articulées. Elles offrent ainsi à leur propriétaire une grande stabilité et lui permettent d'amortir les chocs, des qualités idéales pour franchir les terrains les plus accidentés. Grâce à ces nombreuses articulations, chaque patte est extrêmement flexible. Fixés à de puissants muscles, les tendons permettent une grande variété de mouvements. Afin de pouvoir s'orienter, les arthropodes ont développé un arsenal d'appendices de détection, comme les antennes ou les yeux. Avantage remarquable, les segments des pattes et du corps peuvent facilement s'adapter à presque toutes les situations. Un léger coup de pouce de l'évolution et une patte se transforme en une pince acérée. Si l'on prend la queue segmentée de la langouste et qu'on la replie sur elle-même, on obtient un Emerita analoga.
Ainsi, l'organisme de base des arthropodes, composé de pattes et de segments, renferme un très fort potentiel d'adaptation et d'évolution. Résultat de cette remarquable adaptabilité, les arthropodes sont les créatures les plus présentes dans les océans du globe. Chaque espèce constitue une variation autour d'un même thème. Les arthropodes sont répandus parce qu'ils ont un organisme basique très simple qui s'adapte aisément. Ils disposent de différentes variétés de pattes qui peuvent facilement s'ajuster pour saisir leur nourriture, s'alimenter ou encore pour se mouvoir. Cet arsenal d'appendices s'est étoffé de différentes manières, toutes assez révolutionnaires. L'apparition de l'équipement idéal pour la conquête de la terre ferme n'aura été qu'une question de temps. La suprématie des arthropodes dans le monde marin est essentiellement due à l'une des caractéristiques fondamentales de leur organisme, leur squelette. Les arthropodes possèdent un squelette externe. Mais cette carapace solide est également une armure qui protège les organes plus mous d'éventuelles agressions. Les arthropodes sont parfois contraints de laisser leurs armures derrière eux. Afin de pouvoir évoluer, ils subissent une des métamorphoses les plus étonnantes de tout le monde animal. Première phase, la pression exercée par la croissance de leur corps fend leur exosquelette. Sous la carapace, un nouveau squelette s'est développé. En moins de 30 minutes d'effort et de contorsion, ce crabe se libère de son ancien corps. Ce processus s'appelle la mue. L'animal émerge littéralement de lui-même avec une carapace entièrement neuve qui recouvre ses pattes, son corps et qui protège ses yeux. Au cours des 2 jours qui suivent, ce nouveau squelette plus tendre va progressivement se durcir. Pour le crabe désormais vulnérable, proie de nombreux prédateurs y compris des humains, ces 48 heures sont celles de tous les dangers. La carapace durcit. Les appendices se renforcent et deviennent de nouveaux outils raffinés. Ils sont désormais opérationnels. Ces animaux sont des dévoreurs très efficaces. Tandis que leurs pinces déchiquettent un poisson mort, leurs appendices, situés autour de la gueule, effectuent quantité d'activités diverses. Certains servent à l'alimentation, d'autres à respirer, en évacuant l'eau à travers les branchies. Les crabes ne rechignent pas à se servir de leurs pinces pour affronter certains congénères lorsqu'un repas est en jeu. En observant l'affrontement entre 2 crabes bleus, on imagine aisément ce qui devait se passer lorsqu'en des temps très reculés, des arthropodes puissamment armés se disputaient une proie. Les arthropodes ont surgi et prospéré à une époque très ancienne, lorsque la vie se diversifiait abondamment. Ils ont traversé le temps et participé à une course aux armements implacables. Un des arthropodes primitifs, l'Anomalocaris, est également le prédateur marin le plus cruel et le plus féroce de son temps.
Il capture sa proie grâce à ses puissants appendices et la dévore presque instantanément à l'aide de ses dents acérées. Mais l'Anomalocaris n'est rien comparé à l'arthropode qui va lui succéder. Une créature cauchemardesque. Ce monstre, appelé Pterigotus, est toujours la source de conversations animées lorsque des paléontologues se rencontrent. Les Pterigotus, plus connus sous le nom de scorpions de mer, sont un groupe d'arthropodes prédateurs géants. J'ai toujours dit que je préférais me retrouver dans un bassin avec un requin de 2 mètres plutôt qu'avec un scorpion de mer de la même taille. Ils avaient une dentition irrégulière, très efficace pour découper la chair et les os, de quoi facilement sectionner un bras en quelques coups de mâchoire. Ils avaient la puissance mécanique nécessaire? Sans aucun doute. Les scorpions de mer peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de long. Munis de puissants appendices pour la nage et de pinces extrêmement tranchantes, ce sont de redoutables chasseurs. Un scorpion de mer peut être amené à affronter un autre géant marin pour une même proie. L'issue de ces combats préhistoriques entre pinces et tentacules demeurera à jamais mystérieuse. Si le scorpion de mer a désormais disparu, un de ses descendants vit toujours dans l'océan. Sous sa carapace en forme de casque, la limule est une bête féroce. Un des aspects de son comportement permet peut-être d'expliquer pourquoi les créatures marines sont autrefois sorties de l'océan. Les limules trouvent leur partenaire dans la mer. Mais elles s'aventurent ensuite jusqu'à la côte. Ces fossiles vivants quittent brièvement la mer à la manière de troupes de débarquement pour pondre leurs œufs au-delà de l'écume, sur la plage. Protégés d'un environnement hostile par le sable humide, les œufs se développent sur la terre ferme. Simon Brady avance l'idée que les premières excursions terrestres ont pu ressembler à ce spectacle, lorsque certains scorpions de mer ont tenté de sauvegarder leur progéniture des prédateurs de l'océan. Ils ont laissé de nombreux indices, notamment sous la forme de sillons. Cette trace est l'œuvre d'un parent proche de la limule, tandis qu'il s'efforçait peut-être de trouver un endroit sûr pour déposer ses œufs. Mais tout comme cette jeune limule, il ne sera pas resté longtemps à l'air libre. De nombreux arthropodes primitifs respirent comme les limules à travers de fines lamelles appelées branchies qui ne fonctionnent qu'en milieu aquatique. Incapable d'extraire l'oxygène de l'air, cette lignée d'arthropodes est réduite à vivre consignée dans la mer. Mais d'autres membres de cette famille vont évoluer, et les ébauches de nouveaux organismes sont déjà en chantier. Les créatures marines qui ont migré sur la terre ferme ont dû relever un énorme défi afin de parvenir à vivre à l'air libre. Le biologiste Bill Scheer s'obstine à trouver par quels moyens elles y sont arrivées. En comparant les connaissances que nous avons sur les arthropodes contemporains et ce que nous savons de leurs ancêtres, Bill s'efforce de découvrir quels outils ont été nécessaires à leur transition vers la terre ferme. Il fait chaud, très sec. La luminosité du soleil est intense, ce qui veut dire que les ultraviolets sont très forts. Dans l'environnement terrestre, il n'y a pas de flottabilité pour soulager le corps. L'organisme supporte donc l'intégralité de la pesanteur. Mais les premiers arthropodes sont déjà suffisamment bien équipés pour surmonter de tels obstacles. Bill est convaincu que leurs exosquelettes ont su évoluer afin de s'adapter aux conditions éprouvantes de la vie terrestre. Leurs multiples appendices se sont transformés en une quantité d'outils que nous ne saurions imaginer.
Ces membres sont presque modifiables à l'infini, un peu comme les différentes lames des couteaux de l'armée suisse. Ceux qui ont quitté l'océan ont pu inventer une trousse à outils remplie d'appendices adaptés à la conquête terrestre pour goûter, détecter, saisir et enfin voler pour une domination totale. Mais comment ces animaux ont-ils négocié le premier pas périlleux qui les a menés de l'environnement protecteur de l'océan à celui plus traître de la terre ferme? Bill Scheer les soupçonne d'avoir trouvé une passerelle entre terre et mer. Une passerelle qui existe encore de nos jours. Ce pont historique n'est peut-être rien d'autre qu'un simple amoncellement de déchets d'algues. Ces bancs sont depuis longtemps une source de nourriture pour les habitants de l'océan. Ils se sont formés le long des côtes et ont progressivement atteint la terre ferme. Ils ont peut-être servi de camp de base, procurant de la nourriture et un habitat aux futurs envahisseurs du monde terrestre. Sous ces tapis d'algues, les conditions sont modérées, ce qui a laissé le temps à ces animaux de se transformer afin de pouvoir s'adapter à la vie sur Terre. Les premières créatures à avoir vécu dans cet environnement sont minuscules, bien plus petites que les scorpions de mer. En fait, elles sont si fragiles qu'il paraît évident que leur périple a été programmé de longue date. Ce chapitre de l'histoire de l'incursion terrestre est resté inconnu jusqu'à une époque très récente, lorsqu'un indice pour le moins surprenant est venu tout bouleverser. Les restes fossilisés de plantes primitives qui se propageaient à travers les continents ont livré leurs secrets. Au sein même des plantes, les chercheurs ont trouvé ce qu'ils pensent être les résidus microscopiques d'anciens arthropodes. Dans un premier temps, leur théorie a été rejetée. Mais avec ces nouveaux indices, un spécialiste comme Bill Scheer est en mesure de réécrire les chapitres fondamentaux de l'histoire de la vie. Afin d'obtenir des preuves tangibles, Bill va devoir extraire des microfossiles de la roche. Il utilise de l'acide hydrofluorique pour dissoudre la pierre afin de récolter les seuls fragments organiques qu'elle contient, les résidus de plantes et d'animaux. Cette découverte va changer à jamais notre perception de la colonisation de la Terre par les arthropodes. Le jour où j'ai trouvé des résidus organiques en nettoyant et en filtrant les échantillons restera pour moi inoubliable. Je me souviens avoir pu observer pour la première fois certains des fossiles les plus importants. On éprouve certainement le même sentiment d'euphorie lorsqu'on marque un but pendant les arrêts de jeu, en finale de la Coupe du Monde. On a l'impression d'être sur un nuage. Ça donne un sens à tout un long et fastidieux travail de recherche. Bill détient à présent les résidus des petits envahisseurs. Mais il ne s'agit que de fragments de fossiles. Il lui faut désormais assembler les morceaux un par un afin d'obtenir la représentation complète d'un animal. Cela revient à reconstituer un puzzle sans l'aide de l'image qui figure généralement sur la boîte. Une des premières créatures à se dévoiler est une ancienne araignée terrestre.
Un succès en appelle un autre. Petit à petit, Bill identifie une série de colonisateurs terrestres primitifs. Son travail sur les microfossiles confirme ce qui était sous-jacent depuis longtemps. De nombreuses espèces d'arthropodes ont simultanément envahi la terre ferme. Dans l'esprit de Bill Scheer, le monde tel qu'il était 380 millions d'années avant notre ère commence à prendre forme. L'ère dévonienne était probablement différente de la nôtre à plus d'un titre. Les années étaient moins longues et les journées ne duraient pas 24 heures. La composition atmosphérique n'était pas la même. Bill est convaincu que les véritables pionniers, ceux qui ont affronté cet environnement inconnu, les premiers conquérants de la terre ferme, ont progressé à la manière des cloportes que nous connaissons. Le premier animal à évoluer sur Terre vient d'apparaître. De minuscules lichens et des plantes luxuriantes ont créé les conditions idéales pour que s'épanouisse une vie nouvelle. La vie végétale était sans doute assez différente. Il devait tout juste exister quelques espèces de plantes très rustiques, des plantes à l'aspect résolument primitif. Les plantes primitives ont peut-être une apparence différente, mais à l'instar de leurs homologues contemporains, elles créent des microclimats qui rendent le monde terrestre plus hospitalier. La vie sur Terre présente des avantages. Il y a plus d'oxygène dans l'air que dans l'eau de mer. Il faut juste que les arthropodes trouvent un moyen de l'extraire. Les ancêtres des scorpions, comme les limules, possédaient probablement l'équivalent de branchies. C'était une série de clapets disposés sous le corps de l'animal et qui travaillaient en permanence. Au cours d'un processus évolutif, ces clapets qui fonctionnent parfaitement sous l'eau vont se localiser à l'intérieur du corps du scorpion. L'oxygène de l'air peut désormais se transmettre directement dans le sang. Une fois encore, l'organisme des arthropodes montre ses capacités d'adaptation, et ce dans le but de conquérir une nouvelle niche écologique. Au fil du temps, les arthropodes inventent de nombreuses techniques de respiration. Au cours de leur invasion terrestre, les ancêtres de mille pattes ont développé un système respiratoire pour alimenter en oxygène leur long corps segmenté. Sur la face ventrale de leur corps, une série de tubes rigides ont été adaptés à partir de l'exosquelette. Ces tubes captent directement l'air ambiant et attirent l'oxygène à l'intérieur du corps. Un système turbocompressé similaire va jouer un rôle déterminant dans les futures conquêtes des arthropodes. Maintenant qu'ils peuvent respirer, les envahisseurs vont pouvoir conquérir l'intérieur des terres. Bien qu'abondante, la végétation de ce monde primitif est très peu variée. De plus, les plantes sont beaucoup plus difficiles à digérer que les algues. La végétation elle-même n'offre que peu de nutriments. Mais il en va tout autrement des produits de sa décomposition ainsi que de ceux des arthropodes. Ces détritus, sous l'influence des bactéries et de la moisissure, sont bien plus faciles à digérer. En l'espace de quelques millions d'années, les diverses invasions ont produit une communauté florissante d'arthropodes détritivores, désormais bien adaptés à la vie terrestre.
Les détritivores ont été parmi les premiers animaux à rallier la terre ferme. Parallèlement, il y eut aussi les carnivores, des prédateurs, comme cette araignée. Bien avant de tisser des toiles pour piéger leur proie, les premières araignées pourchassent frénétiquement tout ce qui bouge. Au fur et à mesure qu'ils progressent avec succès à l'intérieur des terres, les arthropodes rencontrent des terrains de chasse fertiles submergés par l'eau, mais de l'eau douce. Parmi ces premiers envahisseurs subaquatiques, les ancêtres des arthropodes contemporains, comme les larves d'insectes de féroces prédateurs d'étangs, parfaitement adaptés à la vie en eau douce. Traquant sa proie à la manière d'un félin, une larve de libellule. Le triton fait partie de ses victimes. La larve de libellule pompe l'eau à travers ses ouïes. Lorsqu'elle a besoin de se déplacer rapidement, elle utilise sa pompe comme moyen de propulsion. Dans cet étang, même les prédateurs doivent surveiller leurs arrières. Mais pour cette libellule, comme pour certains de ses cousins arthropodes, la prédation en eau douce est un jeu d'enfant. Elle s'apprête à passer au stade adulte. Lorsqu'une larve prédatrice se prépare à quitter l'étang, elle reproduit une scène capitale dans l'histoire de la vie. À travers sa métamorphose, elle ne se contente pas de changer d'état en devenant adulte. Elle devient en même temps un animal capable d'intégrer un nouvel environnement. Cette larve de libellule demoiselle émerge de son exosquelette d'eau douce, abandonnant les outils qui lui ont été si précieux dans l'étang. Dissimulé dans son enveloppe amphibie, de nouveaux appendices vont définir sa vie en dehors de l'étang. De nouveaux appendices capables de miracles. Lorsque les arthropodes ont développé des ailes, les animaux ont pu voler pour la première fois. En étudiant des spécimens fossilisés, on constate que les libellules actuelles sont à peine différentes de leurs ancêtres. Luttant contre l'attraction permanente de la gravité, ces insectes vivent une existence gracieuse à tire-d'aile.
Planant ou virant brusquement sans le moindre effort, ce sont des chasseurs aériens sans égal. Les libellules s'accouplent même dans les airs. Alors que le mâle la protège par au-dessus, la femelle dépose prudemment ses œufs dans l'étang. Chaque espèce effectue un vol différent lors de l'accouplement. Même au cours de ces ébats délicats, les mâles se disputent leur territoire. Avec la libellule, les arthropodes illustrent d'une manière évidente leur incroyable faculté d'adaptation. Un seul et même animal qui domine l'eau et les airs au cours de différentes phases de son existence. L'aptitude au vol s'est avérée une amélioration si efficace que plus des 3/4 des espèces animales qui peuplent la Terre aujourd'hui sont des insectes volants. Voler a permis aux insectes d'explorer et de conquérir chaque parcelle de la planète. Les arthropodes ont pris un essor depuis leur océan natal, jusque dans les airs. Mais la course à l'armement entre chasseurs et chassés s'est également déplacée dans cet élément. Le miracle qui a permis aux insectes de voler ne les a pas protégés de leurs ennemis. Un autre arthropode, l'araignée, a développé des filandres pour s'emparer de ses proies ailées. Nous sommes cernés par des hordes d'arthropodes qui rampent, courent, grouillent et volent. Ces créatures minuscules façonnent le paysage terrestre pour toutes les autres. En fait, nous ne pourrions vivre sans elles. Nous appelons affectueusement les insectes ces petites choses qui dirigent le monde. Et c'est une réalité. Sans leur présence, la plupart de nos écosystèmes périraient. Les insectes jouent un rôle capital et indispensable au bon fonctionnement des rouages de la vie. Mais ils participent également au recyclage des matières organiques. Ils s'occupent de la phase qui suit notre éphémère passage sur Terre. Mais c'est également à leur présence que nous devons certaines des plus belles réalisations du monde vivant. Les arthropodes sont attirés par les fleurs, ces somptueux atours féconds dont se parent les plantes et les arbres. Tout en se nourrissant d'un délectable nectar, ces insectes butinent le pollen qu'ils vont ensuite déposer sur d'autres fleurs. Agissant comme des livreurs, les insectes ravitaillent les plantes fleurissantes, leur assurant reproduction et prospérité. Tour à tour, d'innombrables insectes tirent leur existence de l'éclosion des plantes à fleurs. Sans eux, de nombreux aliments familiers cesseraient d'exister.
les arthropodes ont colonisé la mer, la terre et les airs. Nous devons une grande partie de la splendeur qui nous entoure à leur réussite. À présent, les scientifiques s'efforcent de percer les mystères du succès des arthropodes. À l'université de Berkeley en Californie, le scientifique Bob Fool dirige un laboratoire de recherche spécialisé dans l'étude de la mobilité de ces créatures. La facilité avec laquelle elles se déplacent est à l'évidence un facteur clé de leur réussite. Bob Fool tente de comprendre ce qui les rend si performantes dans leur migration terrestre. Je m'intéresse à leurs mouvements, afin de découvrir le secret du fonctionnement de leurs muscles et de leur squelette, qui leur permet de se déplacer de manière aussi efficace. Les arthropodes ont un corps compact, un design fondamentalement stable. L'étude de leurs mouvements à faible vitesse est révélateur. En observant la locomotion des arthropodes, nous avons remarqué qu'ils fonctionnaient généralement à la manière d'un tripode. 3 de leurs pattes touchent simultanément le sol. Le résultat, une incroyable stabilité. Cependant, la plupart des arthropodes ont besoin de se déplacer très rapidement. Bob Fool a découvert que leur vitesse était due au fait que leur progression exige une faible activité cérébrale. Il est généralement admis que le contrôle des déplacements est régi par le cerveau. En fait, en l'absence de cerveau ou de réflexe, l'animal est capable de se stabiliser uniquement grâce à son squelette. Parce que ce dernier est en mesure d'agir comme un ressort ou un amortisseur, il simplifie considérablement le contrôle. Le véritable secret de la locomotion des arthropodes réside dans leurs pattes articulées. Leurs articulations font office de ressort, d'étai et d'amortisseur et assurent une stabilité à l'animal. Elles lui permettent d'utiliser sa puissance pour avancer sur toutes sortes de terrains. Le laboratoire de Bob Fool a disséqué le corps d'arthropode afin de percer les mystères de sa puissance et de sa résistance. Sa conclusion est la suivante. Ces animaux sont les mieux équipés au monde pour se déplacer sur la surface terrestre. Ed Williams travaille sur un robot baptisé Ariel. Lorsqu'il s'agit de fabriquer une machine pour se déplacer, Ed est convaincu qu'il nous faut admettre la supériorité des arthropodes. Ils sont si agiles lorsqu'il s'agit d'errer dans un environnement accidenté, et ils sont si rapides qu'il est pour l'instant impossible de reproduire leur méthode. L'inspiration originelle d'Ariel est d'essence biologique. Elle a été dessinée d'après le modèle d'un crabe. Elle a 6 pattes alors que les crabes en ont 10. Mais elle se déplace comme eux, latéralement et non vers l'avant à la manière des insectes. Thank you, baby. Ariel ressemble à un crabe, mais il est dépourvu d'instinct naturel. Il doit être programmé pour percevoir et interpréter le monde qui l'entoure. Et pour mouvoir ses pattes à l'unisson, il a besoin de toute la puissance de son ordinateur de bord. Bien qu'il se déplace à la manière d'un crabe, il ne dispose pas d'outils comme des pinces qui permettent à ces animaux de manipuler leur environnement. Aucun de nos robots n'est encore en mesure ne serait-ce que d'égaler l'arthropode le plus simple. La longue saga des arthropodes est l'un des grands chapitres de la vie sur Terre. Il y a près d'un demi-milliard d'années, ils sont venus dominer les océans du globe et ont été les toutes premières créatures à se hisser sur la terre ferme. La conquête terrestre par les arthropodes est l'un des événements les plus importants dans l'histoire de la vie. Les arthropodes ont réussi parce que leurs organismes ont toujours su s'adapter aux différents environnements terrestres. Ils sont même parvenus à trouver le moyen d'échapper à la gravité en volant pour la première fois.
Les arthropodes ont révolutionné la vie, mais ont également répandu la beauté et la splendeur dans chacun de leurs habitats. Ils remplissent tous les rôles écologiques qu'on peut imaginer. Et s'ils venaient à disparaître, en l'espace de très peu de temps, l'ensemble de la vie sur Terre disparaîtrait à son tour. Sans eux, la planète serait radicalement différente. Nous leur sommes immensément redevables. Ces pionniers ont doté notre monde d'une diversité inégalée. Nous pensons sans doute être les maîtres à bord de la planète Terre. Mais compte tenu de ce qu'ils ont accompli, il est indéniable que les arthropodes en sont les véritables conquérants.